Dans le podcast de cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Hélène Jacques, neuropsychologue, pour parler du trouble de l'attention. Comment le diagnostiquer et comment accompagner nos enfants afin qu'ils puissent vivre une scolarité sereine. Des pistes concrètes et des conseils précieux vous attendent. Alors, connectez-vous. Bonne écoute. Salut Hélène. Bonjour. Alors, tu as accepté mon invitation pour parler du trouble de l'attention. Alors, on avait déjà échangé l'année dernière. Tu nous avais parlé des élèves et des enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, on va voir comment accompagner les enfants qui sont porteurs d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que tu es neuropsychologue, donc spécialiste dans toutes ces questions-là. Peut-être rappeler brièvement ce qu'est le TDAH et quelles en sont les manifestations, peut-être, chez les enfants. Oui. Alors, donc le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est important de le rappeler. C'est pas un problème d'éducation ou juste d'enfants qui auraient des problèmes de comportement. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche principalement donc, l'attention et donc, les fonctions exécutives. Donc, les manifestations, on peut avoir, en fait, il y a plusieurs formes dans le TDAH. On peut avoir une forme avec prédominance inattentive, donc avec vraiment des difficultés d'attention. Et on peut aussi avoir une forme plutôt hyperactivité, impulsivité. Il existe aussi la forme combinée qui combine les deux, donc inattention et hyperactivité, impulsivité. Donc ça, c'est vraiment les symptômes principaux, on va dire, dans la définition, dans la catégorisation, entre guillemets, du TDAH. Ça, c'est les manifestations principales. Maintenant, évidemment, il y a d'autres manifestations ou d'autres symptômes qu'on peut retrouver dans le TDAH. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, le TDAH, c'est un trouble, je le dis souvent, du circuit de la récompense. Donc, en fait, c'est un problème de dopamine. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui ont un trouble de l'attention, ou un TDAH, en fait, elles vont avoir besoin d'un peu plus de récompense pour pouvoir atteindre l'objectif de la tâche. C'est un trouble, du coup, qui est très fluctuant parce qu'on voit que quand il y a une bonne récompense, ou en tout cas quand la personne est motivée par la tâche, elle va être tout à fait capable de rester attentive, de ne pas être impulsive, parce qu'il y a en fait ce circuit, du coup, qui est un peu qui est sollicité. Et du coup, il y a cet apport de dopamine qui fait qu'il y a une concentration. Et on peut même avoir ce qu'on appelle des phases d'hyperfocalisation, donc où on est tout à fait capable de rester dans la tâche. C'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui pensent que trouble de l'attention, ça veut dire des gens qui ne savent pas du tout se concentrer. C'est pas du tout vrai. On peut avoir un TDAH et avoir des phases où on va rester concentré sur son bricolage préféré ou sur une tâche qu'on aime. Ou, c'est un peu ce qui se passe aussi dans les jeux vidéo. Hein. Il y en a qui vont être hyper challengés par l'objectif du jeu vidéo et donc en fait qui vont rester attentifs et tout à fait concentrés à ce moment-là. Ok. Et j'ai une petite question par rapport à ça, c'est que par exemple ça explique le pourquoi du travail last minute. Cette dopamine, parce que je trouve que ça... Oui, c'est sûr que quand il y a... alors, c'est oui et non. Donc, il y a une part, effectivement, qui est liée à ça. Il y a aussi le fait qu'on sait que dans le TDAH, la gestion du temps est très difficile. Donc, en fait, l'estimation du temps et la temporalité va être compliquée. Maintenant, c'est clair que quand il y a un peu ce stress de la dernière minute, il faut y aller, quoi. Parce que là, il y a un peu... la récompense, elle est tout près. Et donc, en fait, l'estimation, en fait, est plus facile à percevoir. L'estimation du temps, en fait, restant. Et donc, effectivement, il y a un peu l'urgence qui, OK, c'est challengeant, j'ai envie d'y arriver, donc je mets le paquet à ce moment-là. Okay. C'est quoi encore les idées reçues un peu tenaces sur le TDAH? Parce qu'il y en a plein. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, en tout cas. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais on dit aussi beaucoup de bêtises sur le TDAH, tant du point de vue des parents que du point de vue des professionnels. Ouais. Alors moi, je dirais quand même le premier, c'est cette histoire c'est un problème d'éducation. Ça reste quand même. Hein, il y a vraiment des parents qui sont des parents, plein de gens, pas que des parents, qui pensent que c'est un problème d'éducation ou un problème plus lié au comportement. Je dirais qu'il y a aussi le côté un peu je suis inattentif et donc en fait je vais réussir à rien faire, ou j'ai des problèmes de concentration et donc c'est foutu. Il y a une bonne idée reçue aussi qui reste, c'est on peut guérir, quoi. Je vais guérir du TDAH, si je mets le paquet, ça va disparaître. Non, en fait, c'est un trouble quand même neurodéveloppemental, je le répète, mais donc en fait, ça se développe de l'enfance à l'âge adulte. On peut franchement avoir des stratégies qui permettent d'atténuer l'impact des symptômes, mais en tout cas, on n'en guérit pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? De dire que la médication, c'est mauvais et qu'il ne faut surtout pas médiquer les personnes avec TDAH.
Enfin, ça, on peut y revenir, c'est un long débat, mais moi, vraiment, je suis plutôt favorable dans certaines situations à la médication. En tout cas, j'ai pu observer vraiment... alors, ça ne concerne que ma consultation, mais... Enfin, et l'expérience aussi que j'ai du TDAH. Ouais, vraiment, vraiment. Il y a des personnes à qui pour lesquelles c'est vraiment un soutien et pour lesquelles ça va permettre vraiment une évolution positive, quoi. C'est quoi les signes concrets qui devraient en tout cas amener l'enseignant ou le parent à se dire à un moment donné, il faut une intervention, il faut poser un diagnostic, il faut mettre en place quelque chose? Alors, en fait, moi, je le dis souvent dans mes consultations, quand je fais un bilan, j'ai un peu un petit rituel, c'est que j'explique le TDAH. En fait, c'est 4... il faut pouvoir répondre à 4 questions. Donc, le premier, c'est évidemment les symptômes. Donc, comme on l'a vu, il faut qu'il y ait de l'inattention et ou de l'hyperactivité, impulsivité ou une forme combinée. Il faut que les symptômes soient apparus avant l'âge de 12 ans. Donc, ça, c'est quand même un critère important. On l'oublie un peu souvent, mais les symptômes doivent être apparus avant 12 ans. Le troisième point, c'est la temporalité. Ça veut dire que... non, c'est l'inverse, pardon. La temporalité, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le retentissement. Donc, c'est l'impact, en fait, de ces symptômes dans le quotidien. Donc, en fait, on peut être quelqu'un d'inattentif ou avoir des fragilités d'inattention s'il n'y a pas de retentissement. Donc, un retentissement, c'est vraiment une conséquence négative dans le quotidien. En fait, on ne parle pas de trouble. Et ça, c'est quand même important parce que du coup, c'est là où je vais répondre à ta question. C'est vraiment de dire à partir de quand? À partir du moment où c'est retentissant, en fait. À partir du moment où ça devient vraiment... où il y a de l'impact dans le quotidien. Et le quatrième critère, du coup, c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel qui est ultra important. C'est un peu mon dada et en même temps, c'est hyper difficile parce qu'on l'apprend pas beaucoup à l'UNIF. Et donc, il faut se former pour ça. Mais c'est s'assurer que rien d'autre ne peut mieux expliquer la symptomatologie qui a été mise en évidence. Ça veut dire qu'un TDAH, en fait, les symptômes du TDAH, on les retrouve dans plein d'autres troubles. Et donc, il faut s'assurer que cette inattention, elle ne soit pas liée, je vais prendre un exemple classique, par exemple, à un trouble anxieux. Quelqu'un qui est anxieux, il peut potentiellement avoir des difficultés à se concentrer, il peut avoir du mal à programmer, à planifier les choses parce qu'il va être dans des anticipations négatives. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, il y a plein de troubles en santé mentale qui présentent les mêmes symptômes que le TDAH. Et donc, c'est super intéressant. Donc, il faut être vigilant de ne pas tomber, d'aller prendre un raccourci finalement et se dire ce symptôme-là, donc c'est de TDAH. Je donne toujours le même exemple depuis que c'est sorti, le Vice-Versa 2, le dessin animé Vice-Versa 2. Il y a donc l'apparition de l'anxiété, stress, le petit bonhomme. Et en fait, c'est génial parce que ce petit bonhomme, si on regardait le dessin animé sans savoir que c'est anxiété, je mets ma main à couper que 90% des gens diraient oh, c'est un TDAH. Parce qu'il est vraiment représenté comme un petit bonhomme ultra actif, il touche à tous les boutons, il est complètement speed. Et donc, on a tendance à se dire, ouf, lui, il a une hyperactivité, alors que clairement, il est là en tant qu'anxiété, quoi. Donc, c'est important de garder ça en tête. Super intéressant. Au niveau de notre public, c'est vrai que c'est un public beaucoup d'enseignants, de parents. Une fois que le diagnostic a été fait, c'est quoi les adaptations pédagogiques, je dirais simples, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais des petites choses qui montrent déjà un souci de la part de l'enseignant pour faciliter justement l'apprentissage de ces jeunes? Alors, il y a plusieurs choses auxquelles je pense. La première chose que j'aurais vraiment envie de dire aux enseignants, c'est de ne pas se tracasser sur... entre guillemets, spécifiquement l'enfant. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans une classe qui vont bénéficier à tout le monde et qui seront vraiment d'une grande aide pour les enfants avec TDAH. Je vais donner un exemple. Le premier qui me vient, c'est la fragmentation. Donc, on sait que fragmenter une matière ou faire vraiment une ligne du temps, en fait, ça va vraiment aider un enfant qui a un TDAH. Mais en fait, tous les autres élèves vont bénéficier de ça. Avoir des repères visuels, etc. Tout ça, c'est vraiment des petites choses qui, en fait... ça paraît un peu bateau comme ça, mais en fait, il n'y a pas de remède miracle. Il y a vraiment d'être ultra structuré. Donc, un enfant qui a un TDAH, souvent, il va avoir besoin d'une structure assez stricte. Il ne faut pas hésiter, en fait, justement, un peu le cadenasser, à le cadrer, parce qu'en fait, là, il va se sentir rassuré, sécurisé, et donc, il va pouvoir se déployer en fait plus facilement. Mais donc vraiment tout ce qui est fragmentation. Et la deuxième chose à laquelle je pensais, c'est méfiez-vous des listes d'aménagement reçues dans les bilans et dans les rapports. Parce qu'en fait, moi c'est quelque chose par exemple sur la fin que je ne faisais plus. Je le faisais de manière individuelle. J'en parle avec l'enfant. Et donc si l'enseignant a la possibilité de prendre l'enfant 10 minutes pendant la récré après la réception du rapport et de dire en fait voilà, dans cette liste-là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te ferait du bien? En fait, l'enfant, il sait
On oublie de lui poser la question. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, on le trimballe chez le professionnel, il fait son bilan, on lui impose un diagnostic. En fait, il n'est pas du tout acteur. Alors que, sincèrement, dans la prise en charge, il peut vraiment être acteur. Et donc, lui demander, est-ce que ça te ferait du bien d'être devant dans la classe? Est-ce que tu penses que si je venais m'assurer que tu avais bien lu la consigne, est-ce que tu penses que ça te ferait du bien? Enfin, voilà, des petites choses pour vraiment pouvoir avoir aussi une collaboration élève-enseignant. Je pense que ça, pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux profs. Okay. Ça prend peut-être 10 minutes à une récré, mais par contre, pour la suite, ça va vraiment être un grand bénéfice. Et tu en as parlé, tu l'as mentionné, mais moi, ça m'intéressait cette histoire du cadre, parce que justement, tu disais, ils ont besoin d'un cadre sans que ça devienne... Parce que ça peut vite devenir finalement raison de conflit et ça peut devenir assez pesant pour l'environnement familial. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer ce cadre en étant ferme sans tomber systématiquement dans les engueulades En fait, je pense que ce qui peut être très angoissant ou très amener du conflit, c'est quand il y a des attentes qui sont des grandes attentes avec très peu de récompenses. En fait, l'enfant avec un TDAH, si on arrive justement à avoir des petits objectifs qui sont atteints, ça vient lui redonner confiance en lui. Donc, il faut à tout prix avoir cette notion de... Quand je dis récompense, ce n'est pas une récompense externe, ça peut être aussi simplement la récompense de soi, d'avoir réussi une tâche, d'avoir été jusqu'au bout. Et c'est pour ça que tout ce qui est fragmentation du temps, les timers, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qui fonctionne. Et de pouvoir dire à l'enfant, voilà, on ne va pas faire 50 minutes de devoir quand on rentre de l'école. Peut-être qu'on peut commencer par 20 minutes, puis on a une petite pause, un truc un peu sympa. Et ça, de nouveau, c'est très individuel. Moi, je n'aime pas trop donner des recommandations parce que général, en fait vraiment chaque enfant va être avec l'enfant comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait, faut pas hésiter à lui demander son avis, il va se sentir davantage en fait impliqué dans sa prise en charge et je pense que ça c'est quand même une bonne manière de le faire adhérer aussi à ce qui est proposé quoi. Si tu dois terminer par un conseil clé, je dirais peut-être plus pour les adultes qui accompagnent ces enfants parce que on le sait aujourd'hui dans nos classes, on peut avoir 25 élèves, c'est déjà une fameuse responsabilité. Et puis parfois, on en a parfois la moitié de la classe qui est porteur d'un trouble. Comment éviter de s'épuiser, ou même en tant que parent? Parce que je me dis, ça peut être épuisant. Tout à fait. Ah oui, c'est épuisant. Et en fait, je commence juste avec les parents. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les recommandations internationales pour la prise en charge du TDAH, en fait, en priorité, il y a ce qu'on appelle la guidance parentale. On l'oublie trop souvent. On pense qu'un enfant qui a un TDAH, il va falloir soit le médiquer, lui faire des séances de neuropsy en individuel. Alors ça, déjà, il faut bien qu'on soit au clair, ça ne sert à rien. Donc, c'est prouvé scientifiquement que faire des barrages et des petits exercices à un enfant pendant 50 minutes par jour, alors ça va l'améliorer dans les barrages, mais ça n'aura aucun impact sur son comportement dans le quotidien. Donc, ça, déjà, il faut arrêter. Par contre, ce qui est recommandé, c'est vraiment donc la guidance parentale, c'est aider le parent à s'adapter au trouble, en fait. On va devoir faire avec. C'est une réalité. Et donc, le parent, en fait, et il existe vraiment des programmes d'accompagnement parentaux qui sont efficaces, qui ont montré leur efficacité au niveau scientifique. Et donc, en fait, je pense que la première chose qu'un parent peut faire, c'est suivre une guidance parentale. Ça, il y a plein de programmes possibles. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés. Donc, ça vaut vraiment la peine. La deuxième recommandation, c'est un suivi de type TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale en individuel avec l'enfant. De nouveau, ça permet à l'enfant de se responsabiliser sur « Ah ok, dans telle situation, j'ai eu tel comportement, comment j'aurais pu faire autrement ?» Et ça, de nouveau, ça permet de faire appel à ses ressources à lui et pas de venir avec des théories toutes faites, en fait, qui finalement ne vont pas permettre à l'enfant d'adhérer. Donc ça, c'est une chose. Pour les enseignants, moi, je pense vraiment que peut-être prendre le temps de revoir sa façon d'enseigner pour tous et pas juste pour l'enfant TDAH. Parce que vraiment, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses en fait qui pourraient être faites, qui sont pas ciblées TDAH et qui en fait vont permettre à l'enfant TDAH du coup d'être moins impactant ou moins dérangeant dans la classe. Après, vraiment, la relation de confiance, souvent, c'est des enfants qui sont mis à mal. Leur estime de soi est quand même souvent abaissée parce que on leur dit tout le temps, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, non mais quand même, pourquoi tu fais ça? Et donc, en fait, vraiment travailler le relationnel, c'est souvent un gros point positif, entre guillemets. Et puis accepter aussi parfois peut-être pouvoir faire une espèce de contrat et de pouvoir dire à l'élève, ok, là je peux pas en fait, ma limite elle est là. Et peut-être que si toi tu peux pas la respecter à ce moment-là, alors tu prends un petit pas de côté. Est-ce que tu vas je sais pas moi, faire une photocopie, est-ce que tu sors de la classe, mais que ce soit pas dans l'agacement de dire tu sors de la classe, que ce soit prévu à l'avance en fait, discuter, de dire il y a des moments où moi en tant qu'enseignant je dois me respecter aussi parce que ça devient difficile et donc là j'ai besoin que tu prennes un peu de recul, un petit time out entre guillemets dans la classe. Top.
Un tout grand merci Hélène. Mille Grand fois plaisir. merci d'être venue, d'avoir partagé toutes ces clés. Si on veut te contacter, pour avoir des infos sur le TDAH ou autre. Oui, on peut plutôt par mail. Plutôt par mail. Ça, c'est le plus facile. Sinon, j'ai encore une page Facebook active, Hélène Jacques Neuropsy, c'est facile. Ok. Et mon adresse mail, c'est hjneuropsy@gmail.com. Super. Voilà. Mille merci. Avec et plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.